bonjour. Mon nom est Camille Larrivé et je suis commissaire de l'exposition Mémoire de l'avenir pour la 3e édition. Mémoire de l'avenir est un projet d'art public mené conjointement par Art urbain Montréal et Art souterrain et commandité par Publicité sauvage au travers de la Ville de Montréal. Jusqu'à l'automne 2023, cette exposition d'affichage urbain intergénérationnel propose des rencontres sur les palissades et supports publicitaires de Publicité sauvage entre les œuvres de 3 duos d'artistes sélectionnés pour leur complémentarité. Chaque duo est composé d'un artiste émergente et d'un artiste établi. L'exposition est à découvrir dans la rue, mais également virtuellement sur le site Internet d'Art urbain Montréal. Donc, pour ce premier épisode, nous accueillons un premier duo formé des artistes Marie-Denise Douillon et Mallory Lowepoka. Merci d'être avec vous aujourd'hui. Avec nous, pardon, aujourd'hui. Je vais commencer en vous présentant, puis en disant vos petites bios, mais en fait, vos bonnes bios. Donc, je vais commencer avec vous, Marie-Denise. Marie-Denise Douillon est originaire d'Haïti et est une artiste dont le parcours est marqué par le nomadisme. Elle a grandi en Afrique du Nord, étudié à New York et Washington et réside à Montréal. Diplômée des Beaux-Arts du Fashion Institute of Technology de New York, elle émigre au Canada en tant que réfugiée politique en 1991. Ce parcours marqué par l'exil a mené cette artiste remarquable à créer pour se recréer. Résilience et optimisme sont au cœur du message d'espoir que l'artiste Marie-Denise Douillon souhaite insuffler. L'œuvre de Marie-Denise Douillon révèle une identité métissée qui s'abreuve au confluent de 3 cultures, son pays d'origine Haïti, le pays de son enfance le Maroc et sa terre d'adoption le Québec. Montréalaise très impliquée dans la scène culturelle d'ici, ses œuvres récentes s'inscrivent dans un dialogue multidisciplinaire, s'inspirant de thèmes liés aux problématiques environnementales et de l'art numérique. La récupération, la photographie, le collage et le montage numérique alimentent son processus créateur et révèlent une narration contemporaine inspirée de l'Afrique de son enfance, teintée de tendresse, de profondeur, de poésie et de merveilleux. Merci d'être avec nous, Marie-Denise. C'est à moi de vous remercier. Et Mallory? Mallory Lowepoka est une artiste visuelle belge-camerounaise qui travaille entre Tiohtià:ke et Montréal et Douala. Sa pratique s'inspire de photographies d'archives et d'expériences personnelles et examine comment les individus naviguent dans les espaces liminaux, reconsidérant la nature de l'identité et de l'appartenance. Son utilisation de procédés photographiques analogiques, de la sérigraphie et de la broderie et de la teinture naturelle sur textile renvoie à une réalité entre plusieurs cultures, tout en contextualisant son travail dans un environnement familier. Ses recherches récentes interrogent la notion de foyer en tant que lieu intangible et le concept de migration à travers le prisme des réalités diasporiques, transocéaniques et postcoloniales, tout en incorporant des archives personnelles, des héritages familiaux et des autoportraits. Poka a été l'artiste en résidence à la Villa Lena Foundation en 2021 et a été nominée comme finaliste pour le prix Access Art 2023 par Art Lagos et la Yinka Shonibare Foundation. Elle est également co-lauréate du prix Malik Sibidé, décerné pour les rencontres de Bamako, Biennale africaine de la photographie, et lauréate de la bourse Royal Banks of Canada Future Launch 2023. Elle a exposé son travail sur la scène nationale et internationale à la Galerie Atis Dakar, Art Toronto, Fofa Gallery, Centre Phi, Rad Ourani et Le Livar. L'œuvre la plus récente de Poka est issue d'une résidence de recherche au musée de Bajun Station, sera prochainement présentée à la galerie Next Contemporary en mai 2023. Bienvenue, Mallory. Merci, Camille. Oui, merci d'être avec nous et d'avoir accepté de participer à ce projet. Vous êtes 2 artistes que j'ai vraiment pensé à vous quand j'ai été invitée à commissarier ce projet, donc très contente. Évidemment, j'aimerais commencer cette discussion en parlant des œuvres qui ont été choisies pour Mémoire de l'avenir. Peut-être que vous pourriez présenter chacune votre tour l'œuvre que vous avez choisie et pourquoi, et en fait la décrire un peu. Peut-être Marie-Denise, on peut commencer. Oui, alors tout d'abord, je vous remercie de nous avoir invités. Je remercie aussi Art urbain. Je vous félicite pour cette idée de la mémoire et de la transmission de la mémoire avec 2 artistes de 2 générations différentes. L'œuvre que j'ai choisie, c'était difficile, mais d'abord j'ai eu un coup de cœur pour l'œuvre de Mallory. Je te félicite pour cette œuvre. Il y a beaucoup de poésie et de tendresse dans ton travail. Et je voulais trouver une œuvre qui allait d'abord s'harmoniser. Donc j'ai fait plusieurs essais et je me suis arrêtée sur cette œuvre pour plusieurs raisons.
Il y avait l'harmonie des couleurs, il y avait une sorte de dialogue au niveau de l'indigo que nous aimons toutes les deux, l'indigo de ton Afrique natale, du Cameroun, et l'indigo que j'utilise beaucoup, c'est une couleur qui m'attire. Dans le cas de cette œuvre, en fin de compte, l'inspiration et le concept étaient partis de la Genèse. Au début, il n'y avait rien, et comment le monde s'est créé, comment la nature s'est créée. Moi, je suis fascinée par la beauté de la nature. La création me dépasse. Donc, je suis partie de l'idée de sortir du trou noir, ce trou noir qui était dans les teintes indigo. Et à partir de ce trou noir, je me suis inventé un créateur cavalier africain. Je travaillais sur du métal récupéré. En fin de compte, j'avais pris des cours de gravure et d'eau forte. Donc, j'ai gravé dans le métal ce cavalier qu'on voit au centre, qui a un énorme chalumeau. Et de ce chalumeau, là, je retourne dans la cour de récréation de l'enfance, où il souffle des bulles, et ces bulles se transforment en étoiles. Et ce n'est pas un hasard, parce que j'écris des livres pour enfants aussi. J'ai utilisé du métal découpé pour le haut. J'aime bien la matière, j'aime le métal, j'aime aussi le plâtre. Donc j'ai mélangé du plâtre avec du gel pour créer cette espèce de voûte céleste qui est dans les blancs cassés avec des petites taches ocre. C'est le début de la formation des astres. Et j'aime bien aussi travailler avec des objets récupérés. Donc j'ai récupéré des pièces de circuit d'ordinateur qu'on voit au bas de l'œuvre. Et je me suis dit, ce créateur crée avec des clics. Donc chaque fois qu'il créait un clic, je faisais des petites barres, des incisions comme ça sur le fond indigo, de façon à marquer chaque clic, et puis aussi d'avoir une écriture un peu binaire. Voilà. Excellent. Et toi, Mallory? Donc moi, pour cette œuvre, ça a été assez particulier. C'est une œuvre, en fait, c'est une série photographique qui s'appelle What is this home that is not home, qui a été créée juste avant la pandémie, en 2020, avec des collègues et des amis, à Verdun, à la plage Verdun. Et donc on s'est rassemblés une journée d'été, c'était plus ou moins planifié, et puis en marchant dans la forêt avec mon collègue Damien, qui est un artiste textile sénégalais, on a trouvé ce lopin de plage où il y avait que du sable rouge. Et donc, tout de suite, j'ai eu un élan d'émotion, parce qu'en fait, je travaille beaucoup avec le pigment de la terre rouge de ma terre paternelle à l'ouest du Cameroun, donc à Batoufam. Et donc, ça a été... en fait, les années qui ont suivi, ça a été une partie intégrante de ma pratique à travers la teinture naturelle, à travers le textile. Et donc, c'est comme si cette série-là est c'est un peu les prémices de toute ma pratique qui a suivi par la suite. Et donc, dans cette image, on voit deux artistes, deux collègues, deux amis qui s'entrelacent dans un genre d'effacement aussi d'identité de genre, qui joue un peu avec mon identité queer, mon côté féminin, masculin, et puis on joue avec la terre rouge, avec l'argile, en référence à ma terre paternelle, et avec l'élément de l'eau aussi, pour explorer les mythes qui entourent l'eau, cet élément à l'ouest du Cameroun, dans ma famille, avec ma grand-mère, cette peur de l'eau, cette peur des entités qui peuvent y vivre, de Mami Wata, toutes ces histoires que mon père m'a racontées depuis ma jeunesse, ne pas savoir nager, mais en même temps cette eau qui fait vivre, donc qui nourrit. Donc voilà, il y a beaucoup d'éléments aussi. Le tissage des cheveux, en référence au tissage traditionnel que ma grand-mère portait encore tout récemment. Donc voilà. Et le fait qu'ils s'enlacent aussi, et qu'il y a beaucoup d'amour dans cette image-là, est-ce que c'était quelque chose qui était prévu, ou ils ont juste décidé d'être ensemble, en fait? Je pense que ça s'est fait. En fait, c'est venu d'un désir pour moi-même de trouver maison, de faire maison, de faire union dans je me posais beaucoup de questions au niveau identitaire. Je pense qu'il y a 2-3 ans, je m'en pose encore, mais c'est des questions différentes. Donc voilà, je pense que c'est ce désir-là qui s'est transmis à travers le projet, naturellement. Ouais.
Donc, en fait, je vous ai aussi choisi justement pour comment vous travaillez les différents matériaux. J'ai trouvé que votre travail, en fait, serait vraiment intéressant à présenter dans l'espace public aussi par rapport à ça. Donc, c'est ça, les matériaux ont une valeur, une place importante dans vos pratiques. Marie-Denise, vous en avez un peu parlé avec la récupération des objets, et puis Mallory aussi avec les textiles, le tissage, l'argile rouge, etc. J'aimerais ça, en fait, que vous en parliez un petit peu plus par rapport à pourquoi vous travaillez avec ces matériaux-là, qu'est-ce que ça vous apporte aussi, travailler avec différents types de médiums. Et donc, voilà, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur l'historique. Peut-être Marie-Denise. Alors, je suis née à Port-au-Prince, comme vous l'avez dit, mais j'ai grandi en Afrique du Nord et à Casablanca, au Maroc. Moi, je pense que ce qui m'a frappée en arrivant aux États-Unis, au Canada, dans l'espace nord-américain, c'est la consommation et la surconsommation. Cette capacité de toujours jeter et racheter, et ça a été en crescendo. Maintenant, on peut voir que après 2 ans, il faut changer de téléphone. Nous, on a grandi avec une voiture. La voiture durait des années et puis on achetait une nouvelle voiture. Enfin, quand j'étais enfant, c'était comme ça. La même chose avec le réfrigérateur. On ne pensait pas constamment à renouveler les objets. Et je vois ici qu'il y a cette surconsommation. Donc, je pense qu'il y a eu ce déclic et cet appel à se dire, mais au fait, pourquoi consommer? Et des fois, on n'a pas le choix parce que tout simplement, la durée de vie des appareils qu'on a été diminuée. Donc, je pense que ça, c'est une première interpellation. Deuxièmement, il y a quelque chose du magicien un peu, de prendre ce qui était un rejet et d'en faire quelque chose maintenant de revalorisé. Donc, il y a c'est purement égoïste et jouissif en tant qu'artiste de prendre quelque chose et de le transformer. Moi, je pense que les artistes ont l'habitude de ramasser des objets qu'on jette, même les vieux meubles, de les retaper, etc. Et les gens qui n'ont pas peut-être cet élan, quand ils arrivent, ils disent « mais c'est incroyable ce que tu as fait avec ce que tu as récupéré ». Donc ça, je ne pense pas que c'est toujours conscient, mais dans le subconscient, il y avait cet élan-là. Et à un moment, il faut arrêter de ramasser tout ce que les gens jettent aussi, parce qu'on n'a plus d'espace chez soi. Donc, c'est un petit peu l'équilibre entre les deux. Et puis, d'un point de vue, je dirais, mécanique, dans la création, le rapport avec le métal est différent que le rapport avec le papier, que le rapport avec le bois. Donc, je pense que cette capacité de marier toutes ces choses-là apporte une certaine joie dans la création. Est-ce que vous commencez vos œuvres en passant aux matériaux ou en passant à votre idée en premier? Ou ça dépend? Ça dépend, mais je pense que le processus créateur appartient à chaque artiste de façon différente. Moi, j'ai vu des artistes, quand j'enseigne aussi, qui ont besoin d'avoir la finalité de l'œuvre qui est un duplicata de ce qui se passe dans leur cerveau. On le voit même enfant. Il y a des enfants qui passent plus de temps à effacer qu'à dessiner, parce qu'ils n'arrivent jamais à transmettre. Moi, j'aime bien le processus d'une œuvre évolutive, et j'avais un prof à New York qui me disait « Be aware of the lucky accidents ». Rester à l'écoute des accidents heureux. Donc, je commence de façon très traditionnelle, parce que j'ai une formation traditionnelle avec des esquisses sur papier. Comme ça, on voit un petit peu au niveau de la composition, de comment le dialogue va s'établir dans la mise en page. Et de cette esquisse-là, je rentre dans le jeu, à la cour de récréation. Coupe un petit peu de ci, mais un petit peu de ça, non, ça ne fonctionne pas, retire le plâtre, rajoute du métal, etc. Et c'est évolutif. Et pour provoquer ce que j'appelle ces accidents heureux, là, c'est vraiment s'amuser. Faire des aplats, jeter des matériaux dessus, de l'encre, de la térébenthine. Ah, il y a quelque chose de magique qui a surgi. Oui, la magie des matériaux. Et pour toi, Mallory, je sais que tu travailles, donc ici, cette œuvre-là, c'est photographie, mais il y a aussi vraiment différents éléments dans ta pratique, comme j'ai mentionné plus tôt. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu, puis d'où ça vient, en fait, cette volonté de travailler avec différents médiums?
Oui, donc en fait, si je commence par le tout début, la photographie, ça a toujours eu une place importante dans ma formation personnelle, au titre que quand j'étais jeune, en fait, les albums familiaux, en fait, j'ai grandi avec un père camerounais, une mère belge ici à Montréal, et puis les albums familiaux ont toujours eu une place très importante dans ma vie. Je suis la première née dans ma famille, et donc feuilleter au travers des mémoires de mon père, de ma mère, de ma grand-mère, de mes arrière-grands-parents, a été pour moi un élément déclencheur dans lequel j'ai pu comprendre la force avec laquelle la photographie peut être une documentation visuelle. Donc, à partir de 10 ans, j'étais très fort intéressée par la photographie. Et à 15 ans, j'ai commencé à travailler en chambre noire avec ce vieil appareil de ma mère. Et donc, après, au cégep, j'ai continué en photographie. Et c'est que vraiment à partir de 23 ans que je me suis dit, là, je vais me lancer à l'université pour apprendre les beaux-arts. Et donc voilà, donc j'ai vraiment commencé avec l'argentique, les chambres noires. Et à un moment donné, en fait, j'ai un parcours assez commercial. Donc j'ai fait beaucoup de photographie éditoriale parce que c'était plus accessible et parce que en fait, je savais pas que être artiste visuel pouvait être un choix pour moi. Et donc c'est vraiment beaucoup plus tard que j'ai su que c'était ça qui m'intéressait. Donc j'ai voulu pousser la photographie plus loin. Je me suis intéressée au textile. En fait, je viens d'une famille de couturiers au Cameroun. À la maison, on a un magasin de couture, un atelier de couture sur la concession familiale à Douala. Et donc, en fait, tous mes cousins et mon oncle aussi sont couturiers et cousent. Oh, wow. Et donc, j'ai vraiment... en fait, ça a été légué de mon grand-père. On a un petit magasin de sacs fait à la main à Douala. Et donc, c'est vraiment... en étant submergée dans ce monde-là que j'ai appris la couture et que je me suis vraiment intéressée au textile. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à expérimenter parce que la photographie sur papier, simplement, ça m'ennuyait. Et j'avais besoin de plus, j'avais besoin de texture, j'avais besoin de profondeur, j'avais besoin d'expérimenter. Pour moi, c'est beaucoup plus à propos du processus, que le processus m'apporte que le résultat final à tout bout de champ. Donc voilà. Wow, une belle histoire de famille aussi. C'est vraiment, vraiment incroyable dans l'idée de aussi travailler avec les textiles, mais qui en fait est déjà en toi, dans ta ligne familiale. C'est vraiment très beau. En fait, Mallory, je voulais continuer un peu avec toi parce que dans ton travail, tu travailles vraiment avec la notion de différence chez soi, comme tu mentionnes. Puis j'aimerais ça un peu si tu pouvais nous en parler un petit peu plus aussi. Oui, je pense qu'il y a beaucoup à dire. C'est un peu difficile de savoir par où commencer, mais je pense que je dirais que c'est vraiment à partir, lorsque la pandémie a commencé, je suis rentrée à Concordia en beaux-arts, en photographie, et parce que j'avais l'habitude d'aller à l'extérieur, d'aller dans des studios pour pouvoir collaborer avec mes amis, j'avais pas l'occasion à ce moment-là, et donc j'ai commencé à faire de l'autoportrait à la maison. Et donc, en étant dans cette bulle, dans mon petit appartement, dans ma chambre et en colocation, donc je faisais beaucoup de photos dans ma chambre, j'ai commencé à faire beaucoup d'introspection. Et c'est au même moment où, en fait, mon père m'a légué cette photo d'époque de 1967 à Douala. Et là, j'ai eu un déclic parce qu'à l'école, en même temps, j'apprenais l'époque des studios portraits des années post-indépendance. Et j'étais en communion avec mes archives photographiques africaines qui résonnaient avec cette époque-là, en même temps de faire de l'autoportrait. Et donc, à ce moment-là, j'ai vraiment commencé à
à travailler sur moi, un peu sur mon histoire. Et j'ai perdu le fil de la question. Oui, en fait, c'est ça, parce que tu travailles avec beaucoup de différentes idées, notions du chez-soi personnel et aussi communautaire, communauté. Donc, oui, c'est ça. C'est quelque chose que tu explores beaucoup, donc... Oui, ouais, donc c'est ça en fait. Et donc j'ai fait une résidence au Cameroun par la suite et j'y suis retournée les 2 dernières années. Et là, j'ai passé beaucoup de temps avec ma grand-mère, avec les archives familiales et photographiques. Et donc j'ai découvert toute une boîte et des sacs en plastique avec des archives familiales qui étaient en train de moisir. Et donc, j'ai demandé à la famille si je pouvais les récupérer et travailler avec elles. Et ils ont dit, ben vas-y, ça nous fait grand honneur. Et donc, tout récemment, c'est ça, ma grand-mère est décédée il y a 3 semaines et j'ai été en fait nominée comme la nouvelle grand-mère de la famille. Donc en tant que matriarche, donc j'ai hérité de tout son legs parce que en fait je suis l'aînée de la famille au Cameroun. Quand une grand-mère décède et quand un grand-père décède, il y a un des enfants qui prend un peu la charge de ce rôle-là. Et donc j'ai hérité d'archives photographiques et voilà. Et donc là, c'est un nouveau travail qui va s'entamer avec ces archives-là. Oh, wow. Ouais. D'accord. Mais en fait, Mémoire de l'avenir, c'est un projet qui se passe dans l'espace public. Donc, vos œuvres vont vraiment être installées sur des palissades et autres lieux. Est-ce que vous avez réfléchi à l'impact de... Est-ce que l'art public, c'est quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que vous avez réfléchi à l'impact de vos œuvres dans l'espace public? Comment peut-être les citoyens et citoyennes peuvent réagir? Ou vous, qu'est-ce que ça vous fait de penser à ça? Peut-être quel sentiment, quelle réaction vous aimeriez qu'il y ait, ou ça reste à eux à découvrir? Donc, c'est quelque chose que je me demandais un peu. Marie et Denise, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, l'idée de l'art public est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, que l'art devrait être accessible à tous, qu'on n'a pas nécessairement ce besoin d'aller dans un musée. C'est pas toutes les personnes qui peuvent aller dans des musées, qui ont ni le temps, ni la disponibilité peut-être du lieu. Donc, j'aime beaucoup ça. Il y a eu même en Haïti, je pense, à un moment, un mouvement qui s'est appelé, je pense, Biennale Ghetto, quelque chose dans le genre, qui montrait l'art partout. Moi, j'aime voyager et découvrir des œuvres dans différentes villes. Donc ça, c'est l'aspect accessibilité qui me plaît dans un premier temps. J'aime beaucoup l'idée du dialogue, parce que les gens qui vont regarder l'œuvre, oui, il y aura une mise en contexte, mais d'abord, c'est l'œuvre. Ils ne savent pas que c'est Mallory derrière ça, ils ne savent pas que c'est Marie-Denise. Donc ça peut amener aussi les gens à découvrir des nouvelles personnes. Et ce que j'aime beaucoup dans l'idée du citoyen qui regarde une œuvre, on a des journées très, très remplies. On est toujours en train de courir, on est toujours très occupé. Donc ça peut créer pour moi une pause esthétique, une pause philosophique, une pause intellectuelle, ou simplement une pause comme quand on regarde un papillon voler. Donc c'est cette possibilité de mettre le temps en suspension quelque part. Oui, la notion du temps devient différente, oui. Et pour toi, Mallory? Je pense que c'est un peu dans le même élan que Marie-Denise. Et je pense aussi que des fois, les gens ne savent pas nécessairement que c'est de l'art, ne savent pas nécessairement que c'est un festival qui est d'art. Donc, moi, j'aime beaucoup l'idée d'être entourée et d'être habitée par de l'art, mais sans vraiment savoir. Donc, comment est-ce que ça peut venir après habiter les enfants du quartier? Comment est-ce que ça devient un peu... Comment on démocratise l'art de cette manière? Et ça me rappelle un peu la Biennale de la photographie africaine à Bamako, il y a quelques mois, où il y a ce collectif de photographes maliens qui s'appelle Yamaru Photo, qui chaque année font des activations dans les quartiers populaires de Bamako. Et donc, cette dernière année, ils avaient activé justement des photographies comme ça dans les rues de Bamako, mais vraiment dans des quartiers
populaire où les mamans, les enfants viennent se regrouper pour faire à manger, pour discuter. Et tu avais en arrière de la cuisine commune publique des grandes photos sur les murs. Et les enfants, en fait, habitaient avec ces grandes photos et sur les murs, mais ne savaient pas que c'était de l'art. Mais j'aimais, en fait, le contraste entre en fait, embellir l'espace de cette manière assez subtile. Mais, ouais. Je me permets de rebondir parce qu'effectivement, c'est l'espace. Moi, je trouve qu'en tant qu'artiste, l'œuvre ne se crée pas en atelier. L'œuvre commence avant. On cogite, comme tu disais, tu rencontres des amis. À partir du moment où on rentre en création, on est déjà en post-création. Et après ça, la troisième étape, c'est de laisser les personnes voyager. Mais ce qui me plaît, moi, j'ai eu une expérience au Bénin, et c'est un peu comme ça en Haïti. L'espace création appartient à tout le monde. Si je crée ici, je rentre dans mon atelier, que ce soit un atelier seul ou partagé, et chaque personne a son espace. Quand je crée en Afrique ou en Haïti, je suis à l'extérieur et tout le monde a le droit de rentrer dans l'œuvre. Donc, je suis en train de peindre et l'artiste, tu n'aurais pas dû mettre du rouge. Pourquoi tu as mis du blanc? Tu aurais dû faire ça. C'était trop bien. Tu viens de la gâcher. Alors, il y a cette espèce de participation dans la création, mais moi, je trouve que le citoyen participe après. J'aime bien aussi lors d'une exposition, ça a dû t'arriver, où quelqu'un vient t'expliquer ce que tu avais comme concept derrière l'œuvre. Mais moi, je trouve ça génial parce que ça donne une deuxième vie à l'œuvre. Oui. Tu dis, mais tiens, elle voit tout ça là-dedans, ben, c'est merveilleux. Ouais, tout à fait. Oui, ça crée un dialogue, en fait, mais c'est aussi comment les gens... Il y a tellement de différentes façons de voir les œuvres, de réagir physiquement ou sentimentalement, mais moi, j'aime bien aussi ce que tu as mentionné, Mallory, par rapport au... Comment, en fait, on vit entouré d'œuvres et d'art à chaque jour, puis on ne s'en rend pas nécessairement compte. Ça fait partie de notre quotidien de différentes façons. Puis moi, je trouve que ça, c'est très précieux aussi. Ouais. Et si je peux rebondir là-dessus, et en fait, je suis vraiment intéressée au concept de l'art en soi. Et je pense que c'est ça au Cameroun et dans beaucoup de pays du continent. L'art, en fait, n'est pas cet objet distinct, c'est une partie intégrante d'une pratique quotidienne. Donc, c'est l'art de marcher, c'est l'art de parler, c'est l'art de patienter, c'est l'art de cultiver la terre, c'est l'art de s'habiller, c'est l'art de faire communauté. Et donc, pour moi, l'art, c'est plus que cet élément qu'on regarde ou qu'on observe. C'est une philosophie de vie, en fait. Et c'est ça, ouais. Marie-Denise, vous êtes d'accord avec ça aussi? Tout à fait. Donc, ce projet-là aussi offre une grande place aux relations intergénérationnelles, en fait. Donc, l'idée, c'est d'inviter un artiste plus émergent avec un artiste qui a une pratique depuis plus longtemps, donc qui est votre cas ici. Est-ce que pour vous, les relations intergénérationnelles, soit dans votre pratique, mais aussi dans votre vie, est quelque chose qui est important pour vous? Le dialogue, les relations intergénérationnelles en général. Donc, Marie-Denise, peut-être? Alors là encore, c'est une transition, je pense, au niveau des visions de différents lieux, espaces et cultures. Moi, en Haïti, quand j'allais, les fêtes de famille, c'était tout le monde qui était dans une fête de famille. On n'avait pas une fête de famille. Oui, il y avait les tables pour les ados, les tables pour les tout-petits, les parents sont là. Donc, ma grand-mère faisait partie de la vie familiale. Il n'y avait pas, on a à construire une maison intergénérationnelle, elle fait partie de la vie. Donc ce transfert, je pense, d'arriver, et puis la pandémie nous a permis de voir et de nous poser des questions sur le traitement qu'on donne aux personnes âgées, sur la façon dont collectivement, au niveau sociétal, comment on réfléchit à nos vieux. Parce qu'à un certain moment, ce qui a émergé, c'est qu'on n'a plus le temps, donc il faut s'en occuper. Comment s'en occuper? Et ça devient notre responsabilité, la responsabilité de l'État, et comment on gère des espaces et où est-ce qu'on va les mettre. Donc la question intergénérationnelle m'interpelle au niveau sociétal, mais au niveau des arts, je pense que c'est très différent. On a vu des artistes émergents à 65, 70 ans. Césaria, Buena Vista Social Club, pour nommer que cela. Donc je pense qu'à partir du moment où on rentre dans un espace de création, on dirait que l'âge n'est pas le dénominateur commun, mais c'est plutôt l'élan de création.
Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette idée que vous amenez dans ce projet Art urbain, de ramener ces deux espaces-là. Tu viens d'Afrique, donc tu sais très bien que la vieillesse, la personne âgée, sur ce continent, a une place tout à fait différente. Il y a le respect de la connaissance, le respect de l'expérience, le respect de l'âge, etc. Donc de ramener ces espaces de création ensemble, je trouve que c'est une idée vraiment merveilleuse qui permet de partager des points de vue autant au niveau technique, parce que ça évolue très vite. Les jeunes nous apprennent comment cliquer, justement. Je n'ai pas ce cavalier en moi qui crée à coup de clic. Et en même temps, je pense que nous, faisant partie de la génération d'avant, on peut avoir cet échange peut-être plus philosophique, avoir ce rapport au temps, ce rapport à nos visions et pourquoi on y est attaché également. Oui, je pense que je pense que Art urbain, en fait, réalise en ce moment un projet très important et comble un certain vide aussi, je pense, dans nos sociétés occidentales, au titre où je pense que justement, ce qui me frappe beaucoup entre le Cameroun et, par exemple, ici, c'est des fois cette lacune dans les transmissions entre nos aînés et les plus jeunes. Et dans cet écart-là, il y a tellement qui peuvent être perdus quand il n'y a pas ce dialogue qui est entamé. Et donc, les 3 dernières années m'ont vraiment permis de comprendre ça à travers justement mes voyages au Cameroun, le temps passé avec ma grand-mère. Juste le simple fait de naviguer mes archives photographiques familiales et de ne pas savoir qui se trouve sur ces photos-là, de ne pas toujours savoir, et d'avoir ma grand-mère qui est assise à côté de moi, malgré qu'elle avait très peu de vision, d'essayer de retracer qui est qui, de me transmettre l'histoire de chaque personne. Et donc, j'avais mon crayon et j'écrivais le nom, j'écrivais l'histoire des personnes en arrière de l'image sur un post-it. Et donc, tout ça, c'est un petit exemple, mais après... je pense, et donc, en fait, avec Art urbain, et je trouve que c'est magnifique de justement faire votre rencontre aussi, Marie-Denise, et de pouvoir justement ouvrir ce dialogue-là, qui, moi, sincèrement, des fois, me manque ici. Oui. Ouais. Ouais, donc voilà. Mais justement, en fait, c'est ça, vous ne vous connaissiez pas avant. Donc, l'idée du projet Mémoire de l'avenir, c'est de faire ces rencontres-là aussi. Et moi, j'ai vraiment pensé à vous comme un duo parce que vous travaillez aussi toutes les deux sur, autour de l'amour, la tendresse, mais aussi des mondes des mondes imaginaires, mais qui sont reliés aussi à votre héritage, des histoires familiales, etc. Donc, moi, j'ai vraiment vu un lien, un fil conducteur entre vos deux pratiques. Et puis, en fait, je me demandais comment vous voyez aussi le dialogue entre vos deux œuvres et vos pratiques, peut-être. Marie-Denise, si... Alors oui, ça a été une agréable surprise de vous rencontrer, Mallory. Et vraiment, le travail, on sent qu'il y a un travail de commissariat derrière. Moi, je pense qu'il y a le dialogue au niveau d'abord de cet amour des terres de sienne brûlées, des ocres et de l'indigo. Quand on va dans le sud du Maroc, on retrouve de Marrakech jusqu'à Merzouga la terre qui bâtit ces kasbahs et tout ce qu'on retrouve. Il y a ce qui m'a frappé aussi, la peur de l'eau. Et l'eau, avec aussi tous les mythes et les histoires qu'on retrouve, les légendes. Les gens dans les Caraïbes, les Antillais, les Caraïbéens ont peur de l'eau et ne savent pas nager. Effectivement, si la mémoire génétique existait, on pourrait rattacher tout cela à la Grande Traversée, à fond de cale, des milliers de morts, des millions d'hommes noirs, de femmes noires, d'enfants qui ont été balancés par-dessus bord. Donc on se découvre, en fin de compte, un fond commun africain, mais j'ose dire aussi un fond commun de notre humanité commune. Voilà. Oui, et je pense que c'est ça pour continuer sur l'élément de l'eau et l'élément de l'indigo.
C'est ça, en fait, l'élément de l'eau au Cameroun, c'est un peu la même manière. En fait, il y a eu, à l'ouest du Cameroun, il y a eu ce génocide lors des années 1970 du peuple Bamileke, qui est mon peuple. Et donc, en fait, l'eau a joué un très grand rôle lors de ce génocide-là, fait par les Français au peuple Bamileke. Et ça a été les chutes d'eau. À l'ouest du Cameroun, en fait, il y en a beaucoup de chutes d'eau, comme les chutes de la Métier. Et les gens ont souvent été assassinés ou balancés dans ces chutes d'eau-là. Et donc, on a connu beaucoup de disparitions de ces manières-là. Donc, je pense qu'il y a eu une peur de l'eau intergénérationnelle qui a été léguée des arrière-grands-parents aux grands-parents, aux parents et aux enfants. Et donc, aujourd'hui, moi, j'ai comme cette relation complexe avec l'eau. Et chaque fois que je vais au Cameroun, justement, au bord de l'Atlantique, à Kribi, je me jette dans l'eau, en fait. J'ai comme cette peur, mais c'est comme un défi. Donc, ça me fait du bien, ça me guérit. Mais en même temps, il y a cette peur profonde. Et c'est comme si j'essaie de me dépasser pour aller le plus loin sur la plage et dans l'océan. Mais il y a comme cette dualité qui m'habite. Oui. Ouais. Moi, j'aime beaucoup l'eau aussi. J'ai grandi Ouais. au bord de la mer. Et puis quand j'allais en Haïti à l'époque aussi, la mer des Caraïbes. Mais effectivement, moi j'ai le sentiment quand je plonge dans l'eau de me débarrasser de tous mes soucis, de tous les poids. Et j'aime beaucoup l'eau, j'aime nager. Bon, je suis peut-être... j'ai pas cette peur, mais peut-être parce qu'on a eu des cours de natation très jeunes. Mais c'est ce sentiment d'être, comme tu dis, en harmonie. À un certain moment, en rentrant dans l'eau, je sens que je suis bien, je pourrais rester dans cette eau, faire la planche. Voilà. Voilà. Ça amène une sorte de plénitude intérieure. Et j'avais une question par rapport au pigment d'indigo, parce que c'est ça, vous avez mentionné plus tôt que vous avez travaillé les pigments d'indigo dans le cadre de ce travail. Alors l'indigo, j'aime beaucoup l'indigo, parce que je trouve que l'indigo a une profondeur. C'est comme si on regardait la voûte céleste, mais en 3 dimensions pour moi. Il y a comme des couches dans l'indigo. Et j'ai essayé l'indigo avec des acryliques, avec des pigments, j'en ai ramené d'Afrique aussi, je l'ai dilué avec des différentes choses, térébenthine, gel, jusqu'au jour où j'ai pris des cours de gravure. Et je me suis rendu compte qu'il y avait cette richesse que je cherchais dans les encres pour eau forte, qui amène cet indigo qui devient comme une pâte tellement intense. J'ai trouvé l'indigo en pâte aussi quand j'ai été au Vietnam. Ce qui fait que dilué avec de la térébenthine ou des différentes gels, mais pas des gels, des matières pour l'huile, on peut passer d'une indigo qui a la transparence de l'aquarelle avec la dimension de la richesse de l'huile, plus riche que l'indigo dilué à l'huile, c'est presque magique. En fin de compte, j'aime l'élément surprenant et magie dans la découverte, je l'ai dit, des matériaux. Et je pense que c'est pour ça que nos œuvres se marient bien aussi, parce que moi, je mets un peu cette espèce de magie de la création, de ce cavalier créateur qui, à coup de clic, à coup de souffle dans un chalumeau, crée quoi? Un monde, c'est presque merveilleux, là, on parle, je retourne encore dans l'enfance, et on retrouve encore dans vos œuvres, en celle-là, je ne connais pas tout votre travail, mais cette espèce de moment magique qui est l'amour, qui est la tendresse, qu'on reçoit, comme vous dites, de nos parents, de nos grands-parents, etc. Et puis quand je vous entends parler, moi aussi j'ai récupéré des archives de ma grand-mère, mais là on remonte jusqu'aux années 1929 et avant, de me dire quoi, j'ai un siècle d'histoire entre les mains, j'ai 2 siècles pratiquement d'histoire. Ça me fait penser à Amin Malouf, ses identités meurtrières. Donc il y a quelque chose de beau qui nous ramène à l'essence de votre projet, qui est la mémoire. Ben, c'est parfait, c'est le mot de la fin qui est excellent. Mais merci beaucoup, Mallory, Marie-Denise, pour vraiment un beau moment. Je pense qu'il est aussi dans la magie, dans le partage, puis dans les mémoires, vraiment aussi.
mémoire personnelle, familiale, communauté. Donc, je voudrais remercier aussi Art Urbain Montréal, Art Souterrain, Publicité Sauvage et le studio Cowork, où aujourd'hui on tourne notre podcast. Puis évidemment, j'invite le public à écouter les autres épisodes du podcast, puis à visiter le site web d'Art Urbain Montréal pour voir où sont situées les palissades afin de voir les œuvres. Merci encore. Merci à vous. Merci à vous. Merci.